L'Ukraine d'abord a annoncé hier la reconquête de 3 villages dans la région orientale de Donetsk. C'est une première depuis des mois. Alors le président ukrainien avait reconnu des actions de contre-offensive. On va pas faire là l'analyse sur le plan militaire, mais sur la portée symbolique. Est-ce que ça change pour les alliés, tous ces pays qui soutiennent l'Ukraine? Est-on entré à vos yeux dans une nouvelle phase de ce conflit? Alors moi je vais vous dire, je ne commenterai pas la situation tactique en Ukraine pour 2 raisons. La première, c'est que la contre-offensive, elle a commencé en fait depuis longtemps et elle va se produire, se durer encore pendant longtemps. La deuxième raison, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes nous ont demandé de ne pas trop en dire. Le silence, bien sûr. Et puis par ailleurs, je n'exclus pas qu'il y ait aussi un petit peu de désinformation de la part des Ukrainiens eux-mêmes. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Donc nouvelle phase, tournant, ça, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est le silence total. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, sur le plan politique, est sans doute obligée de pouvoir présenter des avancées significatives début juillet. Pourquoi début juillet? Parce qu'il y aura le fameux sommet de l'OTAN les 10 et 11 juillet, ou 11 et 12 juillet, pardon. Et là, comme la question de l'Ukraine sera évidemment débattue, sur le plan politique, c'est pas le premier critère, mais pour Kiev, c'est très important de pouvoir présenter à ce moment-là des gains significatifs. Puisque vous parlez de l'OTAN, il y a quelques jours, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a eu des propos qui ont fait réagir sur la potentialité, l'hypothèse qu'à terme, des soldats polonais, par exemple, la Pologne est membre de l'OTAN, puissent s'engager, y compris sur le territoire ukrainien. Alors il avait une formule pour dire « je n'exclus pas que la Pologne s'engage plus fortement sur une base nationale et soit suivie par les États baltes ». Est-ce qu'il y a des éléments, à votre avis, pour attester de cela? Est-ce que la Pologne est au bord d'un engagement en Ukraine? Non. Sur le sol? Non. Non et non. Monsieur Rasmussen dit ce qu'il veut. Il est citoyen privé. Il est connu pour être, on va dire, un faucon, quelqu'un qui est très favorable à un engagement musclé des Occidentaux sur le terrain. C'est son droit. Le fait de se servir de son ancienne qualité de secrétaire général de l'OTAN pour dire « je n'exclus pas que », c'est presque irresponsable. Aujourd'hui, il n'en est pas question en Pologne, et encore moins en Allemagne ou en France. Et donc je crois que ces propos ne sont pas d'actualité et qui sont presque déplacés. Plus on donnera le sentiment à nos opinions que nous pourrions nous-mêmes nous engager directement, engager les femmes et les hommes des armées françaises sur le terrain, moins on assurera le nécessaire soutien de cette opinion de la population européenne à l'effort dans la durée qui doit persister, à mon avis, même si la contre-offensive est couronnée de succès, il y aura encore un effort, un soutien à apporter à l'Ukraine pendant longtemps. Donc propos irresponsables et de toute façon propos sans importance. Justement, cette aide sur la durée dont vous parlez, elle sera évoquée ce soir à l'Élysée. Il y a un dîner autour d'Emmanuel Macron avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais. Pour le coup, on revient à la question de la Pologne, à la fois sur l'aide militaire et sur ce qu'on a appelé les garanties de sécurité qu'il faudrait donner à l'Ukraine, tant qu'elle n'est pas membre de l'OTAN. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un sommet qui sera organisé à Vilnius au mois de juillet. D'abord, peut-être un mot sur la configuration France, Allemagne, Pologne, avant de revenir au fond. C'est ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Quel poids ça pèse aujourd'hui? Quel leadership ça a ou ça n'a pas d'ailleurs? Alors, c'est important, parce que ce fameux triangle de Weimar, qui est un format, comme disaient les diplomates, qui a été créé un petit peu dans les années 90, un peu après la fin de la guerre froide, on s'en est pas beaucoup servi, alors que sur le plan historique et sur le plan géopolitique, on voit bien que France, Allemagne, Pologne, c'est quand même le cœur de l'Europe. Donc c'est important. On s'en est pas beaucoup servi et c'est dommage. Pourquoi? Parce que dans une période difficile dans laquelle les relations entre les 3 pays prises 2 à 2 sont extrêmement difficiles. La France et l'Allemagne, c'est pas la meilleure période. L'Allemagne et la Pologne, c'est épouvantable. La Pologne et la France, c'est pas terrible. Donc ce dîner, il est important symboliquement et surtout sur son contenu probable. De quoi on va parler? On va parler des garanties de sécurité qu'on pourrait apporter à l'Ukraine. Les garanties de sécurité, c'est en gros, voilà, dire comment est-ce qu'on fait pour continuer à protéger l'Ukraine tant qu'elle ne serait pas dans l'OTAN, à la fois en termes d'engagement politique, d'engagement de défense si nécessaire, et d'assistance militaire dans la durée. Et donc je crois que, voilà, je ne suis pas le dernier à critiquer la diplomatie française lorsqu'elle le mérite, mais je crois que c'est une excellente initiative de l'Élysée et vraiment le bon format entre Polonais, Allemands et Français pour discuter de ces sujets entre Européens, même si bien sûr on se coordonnera aussi après avec les autres membres de l'OTAN. Précisément, quand on sera à Vilnius, les 11 et 12 juillet, pour ce sommet de l'OTAN, il y a plusieurs enjeux. Il y a la question de la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais même le président ukrainien a reconnu tant qu'il y avait la guerre,
la question ne se posait pas en réalité. Il y a cette question des garanties de sécurité. Il y a aussi la succession ou pas à la tête de l'OTAN pour l'actuel secrétaire général. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de votre point de vue, un consensus, un alignement des pays de l'OTAN sur ces questions? Parce que Europe et Américains ont parfois des opinions divergentes, et d'ailleurs des opinions qui évoluent à front renversé au fil du temps. Le premier enjeu de ce sommet, ça sera de projeter auprès de la Russie, aujourd'hui l'adversaire principal, une image d'unité. Donc tout ce qui donnera le sentiment qu'on n'est pas tous sur la même ligne, peut être dangereux en termes de réputation de l'OTAN, puisque plus nous apparaîtrons divisés, plus Moscou se dira, je peux y aller, je suis en position de force, pour résumer. Et les désaccords ne sont pas forcément entre Européens et Américains. Je donne un exemple, justement, sur la question de l'adhésion de l'Ukraine. La Pologne et les pays baltes sont très en avant, c'est pas une surprise. Oui. Normal, c'est attendu. Ils voient leur intérêt aussi. Alors que les Américains et les Français, eux, sont à peu près sur la même ligne et sont beaucoup plus réticents à donner des promesses, à faire des promesses d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'OTAN. Je rappelle que l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, elle a déjà été évoquée en 2008. Ça date pas d'hier. On peut pas dire que les alliés se soient pressés et c'est normal parce que quand on prend un engagement de faire entrer un pays dans l'OTAN, c'est pour pouvoir le défendre. Et donc, on ne donne pas ce genre d'engagement à la légère. Donc, les divisions ne sont pas toujours entre Européens et Américains. Il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait avoir des problèmes. Par exemple, la Turquie. On sait bien que c'est toujours un petit peu le trublion de l'Alliance, beaucoup plus que la France d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la Turquie refuse toujours de faire ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN à propos des questions liées aux Kurdes, au terrorisme, etc. Et par ailleurs, en profite, comme souvent, pour ralentir l'adoption, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais des plans de défense mis à jour de l'OTAN. Donc on peut avoir un problème avec la Turquie. Troisième problème, là qui concerne la France, il y a l'idée d'avoir une présence symbolique de l'OTAN en Asie, notamment un bureau de l'OTAN au Japon, qui est une idée qui a été avancée par le secrétaire général un petit peu trop vite d'ailleurs à mon sens. Et là la France dit attendez, il faut que les choses soient claires, l'OTAN ne va pas agir en Asie, il ne faut pas donner le sentiment à la Chine que maintenant l'OTAN va se donner des missions en Asie. En fait, il s'agit simplement de pouvoir mieux se coordonner entre pays amis et alliés sans étendre le champ de compétences de l'OTAN. Mais là, vous pouvez avoir un petit sujet entre la France qui est en pointe sur ce sujet et certains de ses partenaires. Je voudrais revenir sur des propos que vous avez eus dans un entretien avec nos confrères de l'Obs sur la notion du réarmement. On constate, au fil de nos plateaux, au fil des semaines, que beaucoup de pays annoncent des augmentations de budget militaire. La France, on a beaucoup parlé de la loi de programmation militaire, plus de 400 milliards sur 7 ans. Il y a quelques jours, on évoquait le Danemark qui compte tripler ses dépenses militaires sur 10 ans. Mais vous dites, attention, ce réarmement, en réalité, il était engagé avant le début de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui change brutalement la donne à l'échelle mondiale. Pas seulement, en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 10 ans, en gros, les années 1990, de pause, voire de désarmement, et pour de bonnes raisons. On pouvait alléger un petit peu la pression, parce qu'il n'y avait plus de menaces majeures, ni en Europe, ni pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des pays du monde. Ensuite, on a eu le 11 septembre 2001. Ensuite, on a eu en Europe la Géorgie, le terrorisme, l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a eu plusieurs marches qui ont été franchies depuis 20 ans. Le réarmement en Asie, il a commencé depuis longtemps, tout simplement parce qu'il y a des grands pays émergents, je pense à la Chine, mais aussi à l'Indonésie, à la Malaisie, à l'Inde ou d'autres, qui ont eu les moyens de dépenser davantage pour leur défense et de construire eux-mêmes certains matériels importants. Donc, si vous voulez, ce réarmement mondial dont on parle, il a commencé depuis bien longtemps. En fait, c'est en Europe que la rupture a été la plus importante. On a eu une première rupture après 2014, l'invasion de la Crimée. Et puis, bien sûr, depuis 2022. En fait, les Européens ont deux choses en tête. D'abord, la possibilité que l'Amérique ne soit pas toujours là, parce que, tout simplement, l'Amérique, elle regarde de plus en plus vers l'Extrême-Orient. Et s'il y a un jour un problème avec la Chine, les États-Unis seront obligés de ponctionner une partie, notamment les forces aériennes et maritimes, des forces qui sont aujourd'hui en Europe et au Moyen-Orient. Deuxièmement, les Américains eux-mêmes disent, attendez, on va pas continuer à faire l'essentiel, nous, de l'effort qui est celui nécessaire pour la défense de l'Europe contre la Russie.
discours américain qu'on entend quand même depuis 70 ans. Mais là, ça commence à porter. Et puis, troisièmement, ce que voient aussi les Européens, c'est qu'on pourrait de nouveau, en janvier 2025, après l'élection de novembre 2024, avoir un Trump ou un Trumpiste à la Maison-Blanche. Donc, pour toutes ces raisons... Qui changerait la donne potentiellement. Ce qui changerait la donne. Moi, je dis souvent à mes amis baltes et polonais qui me disent les Américains sont là, ils sont toujours là, etc. Je dis, vous savez, il suffit d'un tweet. Il suffit d'un tweet d'un président américain pour casser la solidarité transatlantique. Donc, pour toutes ces raisons, les Européens, c'est vrai, et je pense que c'est à juste titre, ont décidé de dépenser davantage pour leur défense, le tournant principal étant, comme vous le savez, en Allemagne, où on a vraiment là un changement de mentalité qui est en train de se faire. Et pour le coup, qui est vraiment même un changement historique, pour le coup, par rapport Probablement. à ce qui a été fait. Attendons de voir quand même ce qui se fait concrètement. Dans la réalité. Entre les annonces et la réalité, vous savez, les politiques de défense, c'est des gros tankers. On impulse une direction, mais ça met du temps avant de se concrétiser. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le nucléaire. Je voudrais vous citer une analyse de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm, qui s'est livré à un décompte sur le nombre de têtes nucléaires parmi les 9 puissances nucléaires répertoriées. Alors certes, il y a un recul sur un an du nombre de têtes nucléaires, mais, disent-ils, si l'on regarde les stocks militaires pour une utilisation potentielle, là, on a une augmentation. Le nombre de têtes nucléaires globales, il est passé de 12 710 à 12 512 en un an. Pour ce qui est des stocks militaires dont je vous parlais avec une utilisation potentielle, on est à 9 576, soit 86 de plus qu'il y a un an. Est-ce que ça doit nous inquiéter ou est-ce que c'est l'épaisseur du trait ? Alors, premièrement, personne, même pas cet excellent institut, ne sait exactement combien il y a d'armes nucléaires dans le monde.